Le garde tient dans une main un mètre ruban et dans l'autre un coude en bois, lisse, marqué au fer rouge. Le vent soulève le bord de la manche, la laine bruisse, et le bord fin se transforme en preuve. Sur le mur de la salle des mesures est accroché un étalon. Un morceau de bois sombre aux arêtes vives et aux traces de revêtement en bronze, afin qu'il ne flotte pas sous l'effet de l'humidité. De loin, les lattes semblent identiques, mais la différence d'épaisseur d'une fraction de paume peut décider du sort d'adulte dont les vêtements, un matin, passent de vêtements de tous les jours à objets suspects. Entre le bureau qui sent la cire et la pierre humide de la place, erre le mythe de la modestie salvatrice, tandis que dans les cahiers des greffiers, on trouve des lignes sèches sur les saisies de tissus et de pièces de monnaie. Je salue les spectateurs en mon nom personnel. Je souligne qu'il est particulièrement important que vous prêtiez attention aux détails de cette histoire. Je vous demande depuis quelle ville vous la regardez. Je vous demande d'écrire dans les commentaires vos règles locales de bienséance et je vous souhaite une écoute calme et attentive. Devant vous se trouve une chronique où les centimètres deviennent le pouvoir et le pouvoir, la mesure de la longueur. Au milieu du XVIe siècle, Genève apprend à parler du corps à travers le tissu. Les règlements somptuaires énumèrent les largeurs des galons, les hauteurs des dents de fourrure, les profondeurs des décolletés, les nuances autorisées en semaine et les jours fériés. La consistoire rédige des procès-verbaux sur les affaires vestimentaires, rue, heure, description de la coupe, excès présumé. À côté, dans les livres de recettes et de dépenses, les amendes payées en pièces et en coupons de tissu sont soigneusement consignées. Le magasin municipal regorge de tissus, comme si la piété pouvait être enroulée en rouleaux. Le mythe promet un nivellement moral. Le document montre la caisse, dans laquelle chaque paume de trop sonne comme un revenu confortable. Sous le mot poli modestie se cache une géométrie artisanale. Les guildes ont leur propre coude, suspendu à une chaîne dans la salle des mesures, avec des marques et le sceau des anciens gravés sur le bord. La garde a sa propre règle, mobile, avec un nez effilé. Au vent, le tissu respire, le ruban se tend, et la règle de garde rend facilement n'importe quel ourlet excessif, sans aucune mauvaise intention de la part du maître. Sur la place, le litige est court et spectaculaire. Procès-verbal, ciseaux, coupe. Sur le papier, le litige dure plus longtemps. Demande de vérification. Absence de livraison au mur. Enregistrement final de la pénalité. Ainsi, le centimètre se transforme en taxe et la morale en un instrument pratique pour l'apercevoir.
Les plaintes des couturières ne ressemblent pas à des supplications, mais à des instructions. Les femmes adultes du métier décrivent la procédure. Appliquer la manche litigieuse à la norme, à la lumière, en présence de témoins, et la consigner dans un registre. Elle souligne le risque qui existe entre le vent et la côte, et le fait que leurs revenus et leur réputation tombent dans cette fente pendant des mois. La consistoire fait d'abord référence à la vague du Silhouette, puis promet une vérification à l'occasion, tandis que la garde continue de mesurer au carrefour, où la foule remplace facilement la procédure. C'est là que le papier intervient pour la première fois contre le mythe. Les guildes obtiennent une comparaison publique des deux coudes, qui sont suspendus côte à côte. À la lueur des bougies, il s'avère que le coude de garde est plus long d'une fraction de paume. Pour l'œil, c'est une bagatelle. Pour la caisse, c'est un gain stable. Pour les gens, c'est la différence entre une finition ordinaire et un luxe coupable. Le mode de recouvrement ne fait qu'exacerber le conflit. Les amendes ne sont pas seulement payées en monnaie. Les bandes de fourrure servent à tapisser les salles, les galons à confectionner des rideaux pour les cérémonies, les toiles lisses à dresser des inventaires caritatifs. Dans les rapports, cela semble pieux, jusqu'à ce que l'on lise à côté les notes sur les ateliers où les couturières adultes ont été privées de leur garniture sous les yeux des clientes. Une semaine de travail se transforme en miettes en 1 minute, et la confiance des clients dans l'artisanat disparaît avec la bordure. Là où le règlement parle de correction de l'apparence, le document décrit en fait la confiscation de la valeur sous le couvert d'une mesure. Le mythe affirme que le tissu engendre l'orgueil. Le document montre que le tissu alimente le budget. Puis, les premières tentatives de ramener le litige dans le cadre de l'objet apparaissent dans la ville. On introduit une règle de référence portable. On fixe le droit d'exiger une mesure au mur. On interdit la coupe avant vérification. Apparaît un formulaire d'appel ennuyeux où les étapes sont décrites en lettres. Apporter l'objet litigieux à la règle étalon. Le placer à la lumière. Inscrire le résultat dans le livre. Appeler 2 témoins parmi les concierges adultes, les comptables de boutique ou les élèves aînés, qui ne sont liés ni à la couture ni à l'amende. Les surveillants doivent changer leurs itinéraires habituels. Au lieu du théâtre en plein air, ils se rendent dans la salle où le coude est suspendu à une chaîne. Dans les cahiers des greffiers, les chiffres changent. Là où le litige est porté devant les tribunaux, le excédent disparaît plus souvent qu'il n'est confirmé. Là où les mesures ont été prises sur la place publique, les sanctions sont plus nombreuses et les plaintes plus fréquentes. Une chambre sèche apparaît à la porte. Les rouleaux sont protégés de l'humidité avant d'être marqués. Une minuscule marque de cire est apposée avec l'heure écrite en toutes lettres. Les références
Audi, souffle de la matière, ne justifie plus les centimètres supplémentaires. Les tissus de foire arrivent avec des marques étrangères et leurs propres coudées. Ils sont convertis selon un coefficient dans la norme urbaine et immédiatement vérifiés au mur. Et la lutte pour la liberté d'outre-mer s'éteint. Dans les réserves des maisons riches, on trouve des coudes domestiques, des mesures familiales respectées, qui s'éloignent depuis longtemps de la norme. Elles sont consignées dans un registre, vérifiées par rapport à la norme, puis transférées dans la section mémoire. La double morale perd son fondement. On ne peut pas exiger la rigueur sur la place publique et conserver des privilèges dans son salon. La consistoire tente de revenir à l'ordre du jour des heures de sévérité et de la correction des cœurs. Mais le service de mesure classe les appels en fonction du temps et de la météo et montre la coïncidence entre la sévérité supposée et le vent du soir. Les amendements sont réécrits. Les éléments litigieux sont mesurés à la lumière, où l'on peut voir l'encoche sur le double signe et dans les limites du chemin jusqu'au mur le plus proche. Le crépuscule disparaît de la procédure et avec lui disparaît le décor préféré de l'arbitraire. La modestie cesse d'être le fouet de la foule et devient un cadre à l'intérieur duquel la coupe est prouvée par l'arête et non par l'humeur de quelqu'un. Et plus les adultes se rendent souvent au mur avec l'étalon, plus la place devient silencieuse, car dans une ville où la mesure est tenue en laisse, le bruit remplace mal la géométrie. Au lieu d'abolir les statues, la ville a choisi de les ramener à des objets. Le médiateur, avec sa mesure portable, est devenu un personnage non pas d'une parabole, mais d'un emploi du temps. Le matin, il vérifiait les lattes des bancs. L'après-midi, il accompagnait le litige jusqu'au mur. Le soir, il remettait un journal avec 3 lignes, fermé près du mur, compensation accordée, violation confirmée. Ces lignes ne reflétaient pas des conflits bruyants, mais une nouvelle habitude. Appliquer le tissu sur le bois avant d'apposer le seau sur la personne. La salle des mesures a cessé d'être un lieu rare. Elle est devenue la pièce la plus proche de la ville, où se rendaient non seulement les artisans, mais aussi les clientes adultes, qui avaient appris à compter les bords aussi calmement qu'elles comptaient le pain. La place continuait à vivre dans le bruit, mais le bruit avait de plus en plus souvent besoin de lumière. Le litige demandait désormais plus de bougies que de voix. À côté de la mesure, on installa des balances. Les teinturiers affichèrent à la porte des tableaux de nuances avec des rubans échantillons, chaque bande étant marquée dans les limites de la bordure avec la signature du chef, afin que la dispute sur une couleur trop gaie ne se transforme pas en procès. Les marchands de fourrure ont introduit de courtes planches à la hauteur du poil. Les tisserands ont commencé à marquer la largeur du tissu avant que les ciseaux ne le coupent. Les rubans ont été placés
dans des étuis rigides avec une ligne de contrôle de tension. Et la fine ruse du resserrage invisible a disparu en même temps que la possibilité d'étirer la vérité à une taille convenable. Ces dispositifs ennuyeux ont fait plus que des sermons entiers. Ils ont fait passer la conversation sur le corps de la zone des conjectures à celle des choses mesurables, où la morale ne disparaît pas, mais cesse de se substituer aux mathématiques. L'attention s'est déplacée là où les yeux ordinaires regardent rarement dans la comptabilité. Les confiscations rapportaient de l'argent rapidement. Les appels exigeaient des dépenses, des clercs, des témoins, des bougies, des plaques de bronze pour les bords des barres portables. Sur une courte période, il semblait que la ville sacrifiait ses revenus pour satisfaire les caprices des couturières. À long terme, lorsque l'on additionnait les pertes commerciales, les annulations de foires, les foules et les risques liés au crédit, les chiffres s'additionnaient différemment. Les recettes régulières du marché l'emportaient sur les bénéfices fluctuants. Des amendes et la réparation des étals détruits coûtaient plus cher que le paiement du service de mesure. Le tableau, où ces 4 séries ont été réunies pour la première fois, ressemblait à une simple géométrie du salut. Moins d'arbitraire, moins de foule, plus de commerce, des impôts plus équitables. Ainsi, sans un mot, il est devenu plus clair pourquoi les statues doivent être tenues en chaîne et non dans la main de quelqu'un. Avec la reconstruction de la mesure, des ombres sont apparues, nées en même temps que l'ordre. On a trouvé de fausses étiquettes dans les limites de la côte, grossièrement imprimées et habilement collées sur une finition coûteuse. À la lueur des bougies, la contrefaçon résistait à un regard rapide et alimentait les anciens schémas de profit. Le service de mesure a répondu non pas par l'ardeur, mais par la technique. Il a introduit un double marquage sur le tissu et sur le bord du ruban, avec une encoche microscopique, visible uniquement dans une pièce sèche, sous un éclairage latéral, et a mélangé des grains de sable au cache-seau afin que l'étiquette arrachée laisse une cicatrice rugueuse. Après cela, toute coupe sans trace authentique ne semblait plus stricte, mais vide. Le litige s'est presque automatiquement retiré vers le mur et s'est effondré en lignes régulières dans le journal. Les coudes étrangers aux foires exigeaient de la diplomatie. L'ancienne ville aimait transformer l'étendue d'outre-mer en prétexte d'humiliation à la porte. La nouvelle ville a choisi des coefficients. La mesure étrangère était convertie en mesure locale selon une part préenregistrée et immédiatement vérifiée contre le mur. Les marchands se sont d'abord plaints que les tableaux asséchaient le commerce, mais au bout d'une semaine, ils ont reconnu que le silence à la douane était plus utile que les remontrances nocturnes. La fumée âcre des feux a disparu de la place et il ne restait plus que l'air sec d'une pièce sèche, où le tissu répondait mieux que n'importe quelle leçon de morale. Les coudes honorables domestiques dans les réserves des maisons aisées ont également attendu leur heure.
Ils ont été inscrits dans un registre, vérifiés et soit réétiquetés, soit transférés dans la section Mémoire. Ainsi s'est refermée la porte à la double morale tant appréciée. On ne peut plus exiger de la rigueur en bas et tirer les ficelles en haut. Cette décision ne sentait pas la victoire, mais plutôt la planche sciée. Mais elle a pour la première fois mis le foyer au même niveau que le marché, et l'honneur familial au même niveau que la mesure publique. Dans les documents, elle n'est restée qu'un bref paragraphe. Mais dans les escaliers des villes, les pas habitués à toucher aux privilèges se sont faits plus discrets. La tentative de revanche est venue sous la forme de heures de sévérité. Une série de gardes zélés a proposé de réduire les largeurs autorisées à des intervalles particuliers pour calmer les passions. Le papier ne posait pas la question des passions, mais celle de la largeur. Le service mobile a classé les appels par ordre chronologique et en fonction de la météo, et a montré que les heures proposées coïncidaient avec le vent du soir, où n'importe quelle manche s'élargit sans péché. L'idée a été abandonnée et un amendement a été ajouté. Les éléments litigieux doivent être mesurés à la lumière suffisante pour lire les graduations sur le double panneau et dans les limites du chemin menant au mur le plus proche. Le crépuscule a été retiré de la procédure, tout comme la scénographie arbitraire tant appréciée. Au sein même du métier, le changement est devenu visible par le retour de l'imagination. Lorsque les limites sont définies non pas par l'émotion, mais par le risque, la beauté ne s'enfuit pas dans la transgression. Elle apprend à vivre à l'intérieur des cadres. Une expression qui semblait auparavant être un oxymore est apparue. Luxe modeste, non pas la pauvreté, mais la précision. Les dents de fourrure sont devenues plus petites et plus précises. Les galons plus astucieux et plus denses. La coupe plus précise, sans excès de tissu. Les clientes adultes ont cessé de chuchoter sur le seuil, car chaque seuil était désormais orné d'une petite planche, copie conforme du modèle. Les couturières adultes ont cessé de coudre avec une marge de sécurité, rendant la marge à l'artisanat plutôt qu'à la foule. La procédure d'appel s'est enrichie d'un autre détail qui a mis fin à la honte de la mise en scène. 2 témoins ont été ajoutés à la liste des participants obligatoires. Une concierge adulte et un comptable adulte du quartier, qui n'avaient aucun lien avec la couture ni avec l'amende. Leurs noms ont été publiés à l'avance. Leurs signatures ont été apposées à côté du cachet, et les ragots ont perdu de leur substance. Là où le témoin est une fonction et non une figure, même la jalousie cède la place à la routine. Sur ces mêmes pages, la règle de l'appel saisonnier des mesures a été approuvée. Une fois par an, toutes les règles portatives étaient vérifiées publiquement à l'aide d'un étalon à chaîne, et les revêtements en bronze étaient pressés devant tout le monde.
2 règles ont un jour été trouvées limées. Elles ont été retirées du service de manière ouverte et les affaires lésées ont reçu une compensation. La Ville a choisi de prendre le risque de reconnaître son erreur plutôt que de se réjouir de la dissimuler. Et c'est précisément cela qui a renforcé la confiance plus que n'importe quelle démonstration de sévérité. La pauvreté a remarqué les changements avant la richesse. Là où auparavant un foulard était facilement qualifié de trop joyeux et donnait lieu à une amende, il fallait désormais un ruban et une planche. Les boutiques appliquant une procédure uniforme étaient plus disposées à accorder des crédits. Le risque de confiscation soudaine avait disparu, et avec lui l'habitude d'imposer aux pauvres les coûts de la morale d'autrui. Les inventaires ont été complétés par de minuscules étiquettes dans les limites de la côte. Et les disputes familiales se sont rarement transformées en procès publics. La modestie a cessé d'être un motif d'humiliation des faibles. Elle est devenue un langage commun, accessible à tous les adultes, sachant lire les risques. À la fin du cycle des foires, les textes de la consistoire ont changé non pas dans le ton, mais dans la structure. Les références traditionnelles à la correction des cœurs ont cédé la place à des graphiques austères. Combien d'affaires élégantes se sont terminées au mur? Combien ont été accompagnées d'une compensation? Combien ont été reconnues comme des violations de la norme? Il est devenu plus avantageux pour les gardes de mesurer correctement, dès le premier essai, que de traîner les litiges jusqu'au mur et de perdre devant les témoins. Le Conseil a intégré cette arithmétique ennuyeuse au budget. Les dépenses pour le service de mesure ont été transférées de la section temporaires à la section nécessaires, au même titre que les balances et les mesures. Le statut a cessé d'être un slogan et est devenu une partie intégrante de l'ingénierie urbaine, quelque chose dont la plupart des gens se servent sans même se souvenir de son origine. Les marchés par mauvais temps ont été la confirmation la plus discrète du changement. Lorsque des vents humides soufflaient depuis le fleuve, les soupçons refaisaient surface au carrefour comme autrefois. Désormais, dès les premiers signes, une table avec une copie du modèle et une règle portable apparaissait. Là où la foule se rassemblait auparavant, ce sont désormais les doigts qui se rassemblaient pour toucher le bois. La place n'était pas devenue plus aimable, elle était devenue plus objective. Et c'était exactement ce qu'exigeait l'histoire des centimètres du pouvoir. Rendre le pouvoir à un objet qui ne sait ni flatter ni se venger. Une règle marquée d'un poinçon, conservant la même longueur pour tous ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. La routine administrative a progressivement cristallisé ce qui était auparavant présenté comme de la piété. La mesure est devenue une infrastructure. Dans les registres judiciaires, à côté des balances à grains et des mètres à bois, une ligne
sur la coupe est apparu. Dans les devis, un article distinct a été ajouté pour le service de mesure, non pas comme temporaire, mais comme permanent, au même titre que la garde des ponts et le nettoyage des fossés. Le coude étalon a été fixé par une description en lettres et un dessin de trait, suspendu à une chaîne. Des copies ont été fabriquées selon une procédure unique sous 2 sceaux. Les règles portatives ont reçu des revêtements en bronze afin que le bord ne flotte pas sous l'effet d'une main avide. Une fois par saison, un contrôle public était effectué. Les greffiers notaient les dates en toutes lettres. Les témoins apposaient leur signature. Les registres étaient complétés par des contrôles sans pathos. Dans les colonnes correspond divergence, retiré du service. 2 lattes ont été retirées une fois pour avoir été sciées, et les affaires dans lesquelles elles avaient été utilisées ont été recalculées avec compensation. La punition n'a pas été infligée à la foule, mais à la ligne, ce qui a permis de préserver la confiance dans les autres lignes. Les échoppes, les teintureries et les rangées de fourrures ont réagi avec une ingéniosité artisanale. De courtes planches à la hauteur du poil et des rubans échantillons de nuances avec des marques, dans les limites de la bordure, étaient accrochés aux portes. Les tisserands ont commencé à marquer la largeur du tissu avant la coupe. Les finitions coûteuses recevaient de petites étiquettes avec un double signe, sur le tissu et sur le bord du ruban, avec une poudre de sable sous le cachet et une encoche lisible uniquement sous un éclairage latéral. Les fausses étiquettes ne résistaient plus à la chambre sèche, et les confiscations sans trace authentique semblaient vides de sens et aboutissaient presque automatiquement au mur. À la porte, la diplomatie des coefficients pour les coudes d'outre-mer s'est imposée. Les mesures étrangères étaient converties en mesures urbaines, immédiatement vérifiées au mur, et les nuits de foire ont cessé de sentir les feux punitifs. Dans les garde-manger des maisons aisées, les coudées domestiques ont été réétiquetés ou envoyés en souvenir, fermant la porte aux privilèges, où le tissu a longtemps vécu selon la longueur familiale. La consistoire a changé de ton. Au lieu des heures de sévérité, elle a remercié ceux qui mesurent honnêtement. Au lieu du théâtre, elle a fait référence au statut, qui interdit la coupe sans vérification. Et le chemin vers le mur est le même pour tous les participants adultes à l'affaire. Les greffiers ont cessé de décrire la vague de silhouettes et ont commencé à compter les cas amenés à la norme à la lumière du jour. Les témoins, les concierges et les comptables sont passés de figures rares à une fonction de procédure, et les ragots se sont estompés, ne trouvant plus de scène. Dans les livres de recettes et de dépenses, la place des bénéfices vacillants, pénalisants, a été remplacée par une ligne régulière d'impôts. Moins de coupes arbitraires, moins de foule, moins de perturbations des foires, des crédits plus sereins pour les petits commerçants. Cette chaîne aride a coûté plus cher à la paix urbaine que la sévérité spectaculaire. La pauvreté a été la première à en ressentir les effets,
Les foulards ont cessé d'être une accusation, les dettes un piège, et les inventaires de dot une honte publique. Les mini-tableaux, dans les limites de la côte, ont égalisé les seuils des maisons avec la superficie, tout comme les balances avaient autrefois égalisé les marchés. Sur les marchés, par mauvais temps, ce n'était pas la garde qui apparaissait en premier, mais une règle portable, une table avec une copie de l'étalon, une bougie, un ruban, un cahier. Les doigts appuyaient le bord contre le bois, et là où auparavant la voix s'élevait, la géométrie s'apaisait désormais. Les tentatives de revanche, réduire les largeurs admissibles aux heures spéciales, rétablir le sens vivant de la mesure à la place de la planche, s'éteignaient dès la première décomposition des appels en fonction du temps et de la météo. Le vent était une force de la nature et non un caractère, et n'avait désormais plus aucun pouvoir sur la manche d'autrui. Le règlement a soigneusement intégré la mesure dans le droit. La référence se trouve dans la section des mesures, l'appel à côté de la vérification du cachet, les témoins dans les listes des quartiers, les frais de service dans la section nécessaire. La modestie a cessé d'être un cri et est devenue un cadre à l'intérieur duquel la coupe est prouvée par une marque et non par l'humeur de quelqu'un. Et lorsque le regard tentait à nouveau de mesurer les gens, il se heurtait au bois, où la longueur appartenait de manière égale à tous ceux qui savaient atteindre le mur et poser leur bord à plat. La ville a intégré la mesure si profondément dans son quotidien qu'elle est devenue un geste reconnaissable, comme se signer sur le seuil ou ôter son chapeau devant ses aînés. Pendant les semaines de foire, de longues tables avec des copies du modèle et des cahiers soignés apparaissaient à la porte, où les intermédiaires notaient les résultats des litiges en écriture cursive, sans commentaires superflus. À l'intérieur des quartiers, les examens d'artisanat ont été réorganisés selon un nouvel ordre. Le maître qui prétendait au titre devait non seulement montrer une couture régulière et une coupe économique, mais aussi coudre une manche d'essai dans les limites de la norme en présence de témoins. Cela semblait austère, mais c'est précisément cette austérité qui guérissait la ville de son penchant pour la sévérité ostentatoire. Les gardes, habitués à l'effet facile des ciseaux sur la place publique, ont remarqué qu'ils gagnaient plus rapidement le respect si leur journal comptait davantage de lignes, vérifiées au pied du mur et contestées avec compensation que de montants de pénalité. La réputation dépendait désormais de la capacité à atteindre la norme sans faire de bruit. Et cela changeait les gens de manière plus fiable que n'importe quel sermon. Plus loin, l'ordre s'est étendu à des endroits rarement touchés par la réglementation, à savoir l'humidité et le crépuscule. Les soirs pluvieux, lorsque le tissu s'alourdissait et que les silhouettes s'estompaient, les boutiques plaçaient elles-mêmes sur le seuil de petites planches estampillées, une bougie et un ruban,
invitant les clients à prendre leurs mesures avant que les soupçons ne s'éveillent. Dans la pièce humide, près de la porte, les intermédiaires faisaient sécher les rouleaux, jusqu'à ce qu'ils aient tous le même degré de sécheresse, apposaient un double signe et inscrivaient immédiatement l'heure en toutes lettres. Les coefficients pour les coudes étrangers étaient affichés sur le mur à côté, et la dispute sur la largeur d'outre-mer s'apaisait avant même de trouver un témoin. Dans les garde-manger des maisons aisées, les coudes honorables, familiaux, étaient déjà là en souvenir, et non plus comme un instrument d'exclusion, ce qui ne détruisait pas l'honneur, mais lui ôtait l'habitude de dicter la longueur à tous. Parfois, la ville testait tout de même sa résistance, comme un arbre testé pour sa flexibilité. À la saison où les prix de la fourrure ont grimpé et où les galons venus de loin ont pris un nouvel éclat, le consistoire a tenté de ramener la conversation sur la modération interne. Les vieilles phrases ont refait surface sur les marchés, mais désormais, une table avec une copie du modèle de référence se trouvait toujours à proximité, et la foule devait faire un pas supplémentaire vers l'arbre, avant de faire un pas vers la honte. Plusieurs affaires ont abouti à l'arrestation d'adultes, et la presse l'a brièvement rapporté. Le lieu, l'heure, l'étincelle, le résultat. Lorsque les infractions étaient confirmées, la punition était aussi discrète que l'acquittement, sans scène ni humiliation. Lorsque l'excès se résumait à l'épaisseur d'une côte, la ville versait une compensation et passait à autre chose, car elle avait appris à accorder plus d'importance à la procédure qu'à la justice immédiate. L'économie réagissait à sa manière. Le crédit est devenu plus stable, car la crainte d'une baisse soudaine des prix avait disparu. Les tailleurs ont cessé d'ajouter une marge de sécurité à leur coupe et ont rendu cette marge à leur métier plutôt qu'à la foule. Un concept dont on parlait auparavant à voix basse est apparu. Le luxe modeste, non pas une opulence ostentatoire, mais une précision millimétrique. Plus les coutures à l'intérieur de la norme devenaient fines, plus les tentatives de gagner quelques centimètres à la voix devenaient discrètes. La persuasion s'est déplacée vers les objets. Le maître ruban gradué, le bord en bronze de la règle portable, la poudre de sable sous le cache-seau sur l'étiquette, le tableau de conversion du coude d'autrui. Ces petits détails techniques n'inspiraient pas les discours, mais ils apprenaient aux gens à vivre sans insultes inutiles. La vie domestique a également changé. Dans les inventaires de la dot, à côté du nombre de draps et de coffres, apparaissaient de petits tableaux indiquant les largeurs et les découpes selon la norme. Et les négociations familiales ne dégénéraient plus aussi facilement en procès public. Pour les pauvres, ce document avait une importance particulière. Le foulard n'était plus un piège, mais un objet que l'on pouvait apposer sur un arbre.
Les boutiques acceptaient plus souvent les paiements échelonnés, car le risque de confiscation s'était évaporé, comme la fumée de tabac par la fenêtre. La consistoire lisait moins souvent les feuilles édifiantes, car les ragots perdaient de leur importance dès qu'ils étaient exposés à la lumière. Là où auparavant la ville trouvait son sentiment de justice au détriment des autres, elle trouvait désormais sa stabilité grâce à une longueur identique pour tous. Et lorsque quelques années plus tard, une nouvelle vague d'inquiétude s'est levée, non pas à cause de la coupe, mais à cause des maladies et du prix du pain. La vieille habitude de chercher des coupables dans le bas de la robe a tenté de revenir. La ville, entraînée par la planche et le livre, a répondu de la même manière. Dispute dans la boutique, table avec une copie du modèle, règle portable, mur avec un coude en chêne, ligne dans le journal. Habituée au spectacle, la foule a découvert qu'il ne lui restait tout simplement plus de place entre les doigts qui serrent le bord sous la règle et l'écriture qui note le résultat sans fioriture. Le mythe de la modestie, comme un nœud coulant, a de nouveau rencontré le document sur la modestie comme un cadre, et a de nouveau perdu, car le cadre tient plus longtemps que le cri. La ville a conservé ses statues, mais a désappris à les transformer en bâtons. Et tant qu'un arbre avec des risques est accroché au mur, et qu'un formulaire indiquant le chemin vers ce mur est posé sur la table, les centimètres restent à leur place, dans un objet qui ne sait ni flatter ni se venger, et qui protège donc mieux que quiconque la dignité humaine. Au printemps, la discipline mesurée est devenue partie intégrante de la gymnastique respiratoire urbaine. Sur les marchés, on levait d'abord les volets, on posait une copie du modèle sur la table, puis on exposait la bande et la peau. Une logique simple s'est imposée dans cet ordre. D'abord la côte, puis le regard. Là où elle était respectée, les scènes soudaines avec des ciseaux disparaissaient. Là où on était paresseux, les vieilles habitudes faisaient revenir les sifflements de la foule. Plusieurs quartiers ne voulaient pas accepter les nouvelles dépenses pour les bougies et les intermédiaires. Et c'est là que l'affaire a éclaté, avec tout ce qu'il fallait. Les coudes serrés, le soir brumeux, les finitions coûteuses. Une cliente adulte est sortie de la boutique avec un manteau dont le col s'étirait vers l'hiver. Les gardes ont jugé la largeur excessivement joyeuse, ont coupé les dents sur place et ont inscrit leur trophée dans leur carnet. Le lendemain matin, le médiateur a amené le litige devant le mur, a appliqué le bord coupé sur le coude de la chaîne et a noté que même après la coupe, l'excès n'était pas confirmé. La compensation n'a pas été fixée en tissu, mais en pièces de monnaie, au prix moyen pour une paume de largeur, et les deux gardes ont été sanctionnés pour avoir utilisé une règle non approuvée. La leçon s'est avérée plus coûteuse que n'importe quelle feuille d'instruction. En une semaine, des planches reproduisant le modèle standard sont apparues devant toutes les portes du quartier et les marchands ont commencé à retenir les litiges sur place
jusqu'à l'arrivée d'une mesure portable. Peu à peu, le plaisir des dénonciations retentissantes a fait place au respect d'une procédure claire. Les gardes ont cessé de rivaliser sur le nombre de sanctions et ont commencé à considérer les rangées alignées contre le mur comme une fierté personnelle. Les guildes, dont les maîtres cousaient auparavant avec une marge de sécurité, ont rendu cette marge à l'artisanat et ont commencé à prouver leur goût à l'intérieur de la marge, et non au-dessus. Les teinturiers ont cessé de se justifier par la joie de la nuance et ont sorti des palettes marquées dans les limites de la marge, afin que le débat sur la couleur ne masque plus le débat sur les centimètres. Les marchands de fourrure ont adopté des barres courtes pour la hauteur du poil, et le langage de la générosité hivernale est devenu une valeur artisanale plutôt qu'une émotion de rue. Même la rhétorique de la consistoire a changé de ton. Au lieu des racines de la débauche, les feuilles faisaient plus souvent état de gratitude envers ceux qui mesurent honnêtement et font appel sans humiliation. Une fois par an, la ville organisait un discret pointage des mesures. Dans la salle des mesures, du matin au soir, les chaînes sonnaient, les règles portatives étaient comparées à l'étalon, les plaques de bronze serraient les bords, les greffiers inscrivaient les dates en toutes lettres, les témoins apposaient leurs signatures. Les résultats étaient également annoncés à cet endroit. Combien d'affaires avaient été closes? Combien avaient donné lieu à des indemnisations? Combien avaient été reconnus comme des violations? Ces statistiques résonnaient comme un battement de cœur lent, régulier, sans à-coups. Le plus important n'était pas le pourcentage d'acquittement, mais la disparition des scènes spectaculaires. La place, qui aimait le théâtre, n'avait pas disparu, mais sa scène était désormais occupée par le marchandage et la musique, et non plus par le col d'un étranger sous les ciseaux. La modestie était devenue un cadre familier, comme le cercle d'un tonneau, et maintenait le contenu aussi bien que des cercles de fer. Avec la mesure, un effet secondaire mûrissait, la confiance dans le devoir. Les boutiques, où l'on ajoutait auparavant un pourcentage, au risque de confiscation, ont commencé à tenir leur compte avec plus de souplesse. Les tailleurs ont cessé d'inclure dans le prix le paiement pour le vent. Les contrats familiaux cessèrent de confondre l'honneur et la longueur de la bordure. Des tableaux miniatures, selon la norme, furent ajoutés aux inventaires de la dot, et ceux qui auparavant payaient par la honte sur le seuil payaient désormais en monnaie selon des règles compréhensibles. Pour les pauvres, cette transformation s'est avérée décisive. Le foulard a cessé d'être un piège. Une nouvelle politesse est apparue. Avant de qualifier les vêtements de quelqu'un de excessif, les gens cherchaient une table avec une copie du standard. On leur a désappris à être leur propre mesure. Mais tout ne s'est pas passé sans ombre. À la foire, on a découvert un lot d'étiquettes falsifiées dans les limites de la norme, collées sur des articles coûteux.
la contrefaçon tenait dans des boutiques semi-obscures, mais s'effritait dans une pièce sèche à la lumière latérale. Les grains de sable sous le cache-seau ne laissaient pas la rugosité nécessaire, et les micro-entailles sur le bord étaient irrégulières. Les affaires ont été portées devant les tribunaux, non pas comme une déchéance morale, mais comme une falsification d'un instrument de mesure. Les coupables ont été condamnés à réparer les dommages et ont été privés du droit d'utiliser des copies du modèle. À ce moment-là, il est devenu évident que la mesure n'était pas simplement une règle, mais un écosystème de détails, lumière, air, poinçon, bronze, sable. L'arbitraire a du mal à survivre lorsque chaque élément exige la même honnêteté. La nuance avec les coudes étrangers est restée même après les coefficients. De nouveaux tissus, avec des marques de villes lointaines, arrivaient périodiquement. Et le débat cherchait à nouveau une faille entre l'hospitalité et la suspicion. Le service mobile conservait sur les tables les tableaux de conversion mis à jour et à l'entrée des feuilles vierges avec des indications horaires afin que personne ne puisse invoquer l'air marin ou l'humidité de la route. Au bout d'une saison, il s'est avéré que l'acceptation équitable des mesures étrangères augmentait non seulement les revenus des foires, mais aussi la discipline des nôtres. Là où l'on voyait à quel point il était facile de ramener la largeur étrangère à la largeur locale, sans humiliation, on cessait de croire aux vieilles légendes sur l'agitation de la silhouette. Le tournant décisif s'est manifesté dans une chose insignifiante: le silence lors des arrestations. Auparavant, tout adulte arrêté devenait partie intégrante du spectacle. Désormais, son chemin ne passait plus par la foule, mais par la table, la barre et les murs de la salle d'audience. Les arrestations étaient brèves, les sanctions prévisibles, les compensations immédiates. La soif adolescente de honte cédait la place à un ordre adulte. La ville conservait ses statuts, mais apprenait à ne plus en faire un fouet. Cela ne rendait pas les gens meilleurs, mais les libérait de la main étrangère sur leurs manches. Et lorsque la saison suivante apportait des inquiétudes liées non pas au tissu, mais au prix du pain ou aux maladies, la ville ne se tournait pas vers les ciseaux, mais vers les tableaux et les procédures. Car une fois acquise, la longueur honnête apprend à respecter le poids honnête. Dans la phase finale de la réforme, le tribunal a ajouté un paragraphe au statut, qui est discrètement devenu le plus important: le droit de tout participant adulte à l'affaire élégante d'aller au mur sans payer et sans intermédiaire si le service de transport est occupé. L'obligation pour les gardes d'accompagner le litige jusqu'à la référence et non jusqu'à la place. La destitution pour avoir tenté à plusieurs reprises de mesurer avec une règle non approuvée. Ce paragraphe a privé l'arbitraire de son dernier refuge: la rapidité. La rapidité était son meilleur allié, car le bruit est toujours plus rapide que la procédure.
Lorsque le bruit a perdu son avantage, la ville a définitivement changé de réflexe. Au lieu de chercher le coupable du regard, elle cherche la règle. Les autres changements ont concerné la langue. Dans les feuilles de la consistorie, le mot « modestie » a cessé de résonner comme le tonnerre. Il est devenu une mesure. Dans le langage courant, les expressions inventées pour humilier ont disparu. Elles ont été remplacées par des termes inventés pour le travail. Dans les ateliers, on disait plus souvent « dans les limites de la règle », sur les marchés, vérifiés contre le mur, dans les maisons, selon l'inventaire de la dot. Ces formules sèches ont enfoncé entre les gardes et l'épaule étrangère ce morceau de bois qui doit se trouver entre la force et le corps. Le tissu est redevenu une chose et non plus une scène. La mesure est redevenue un objet et non plus le caractère de quelqu'un. Et c'était là la principale victoire. Les centimètres du pouvoir sont revenus au bois marqué, où ils servent tout le monde de la même manière et ne flattent personne.